Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, monsieur Louis Bertignac. Bonjour Louis. Bonjour Fred. Comment ça va? Impec, tout va bien. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez choisi certains artistes, certaines mélodies, certaines chansons qui vous ont donné envie, qui ont forgé votre goût, votre envie de devenir qui vous êtes. Alors on va essayer de vous connaître un petit peu mieux au travers de ces chansons et de ces chanteurs. Alors la chanson, votre rencontre avec la chanson, ça se fait quand? Je pense que la vraie rencontre, mais je ne m'en souviens pas, on me l'a raconté, c'est quand j'ai 2-3 ans, parce que mon père changeait les disques dans les jukebox. Votre papa vivait à Oran, À Oran, vous êtes oui, né à Oran. et c'était là-bas que ça se passait. Donc mon tonton avait une exploitation de jukebox et mon père s'occupait d'aller mettre les nouveaux disques à la place des vieux parce qu'il se rayait souvent. Et donc les vieux, il les ramenait à la maison. J'avais un manche-disque et je mettais les disques. Donc mes premiers trucs, d'après ce qu'on m'a dit, c'était Bill Haley, Gene Vincent, Bo Diddley, Chuck Berry. Des trucs très très rock déjà à l'époque. Oui, c'était la naissance du rock. Ouais. Et déjà à l'époque, vous pressentiez que votre vie, ça allait être ça? Ah non. Non, dans le biberon. Je m'en souviens pas. Peut-être j'ai pressenti, mais je m'en souviens pas. Non, mais parce qu'on a quand même l'impression que vous êtes né avec une guitare dans les mains. Non. C'est arrivé pas mal plus tard. C'est arrivé vers 13-14 ans. Bon, vers 12 ans, j'ai pris des cours de guitare classique comme la plupart des enfants. Quand même. Oui, mais au bout d'un an, je voyais que c'était pas du tout mon truc. Je l'ai remise dans une armoire et j'ai laissé tomber. Et c'est vers l'âge de 14 ans que je suis complètement tombé amoureux de la musique, enfin, surtout du rock. J'étais dans mon lit, chez mes parents, j'avais un casque et j'écoutais les albums. J'ai une platine automatique et des phases d'albums qui arrivaient. Je me faisais un programme tous les soirs, de genre 7-8 albums. C'est que je m'endormais assez tard pour un gamin. Et c'était le Nirvana. Voilà, je rêvais que j'étais avec eux sur la scène, ou je rêvais, je ne sais plus quoi, mais j'étais fou. Et je crois que c'est là que j'ai chopé mon tic. Comme j'étais couché, j'étais allongé, j'entendais ça, tout ce que je pouvais faire, c'était comme ça. Et depuis, je crois que j'ai gardé ce truc. Donc voilà, si vous preniez la question de savoir d'où venait la gestuelle, le mouvement de tête de Louis Bertignac. Je pense que ça vient de ça. Mais... Alors, on a la chance de se connaître un petit peu. Vous m'avez dit une fois un truc qui m'avait vachement touché. Vous m'avez dit la musique et la guitare, ça a été le moyen de parler aux autres. Oui, c'est vrai, parce que je suis maladivement timide. Voilà, timide, j'ai toujours eu du mal à aller parler aux gens. Et donc, c'est vrai que de sortir une guitare, ça aide les gens à venir me parler, j'ai remarqué. Et donc, j'avais plus qu'à répondre. J'adore parler, hein, j'adore m'exprimer, j'adore discuter de divers trucs. Mais j'ai du mal à faire le premier pas et engager une conversation, même avec des amis. Alors, la musique chez les Bertignac, ça avait quelle place? C'était quelque chose de fin de repas? C'était quelque chose de très présent parce que la radio était toujours allumée? Vos parents, ils avaient quel rapport avec la musique? Ils aimaient bien, mais sans plus. Mon père était très amoureux de Ray Charles. Oui. Et donc, il écoutait ça presque religieusement, de temps en temps, l'après-midi, en me disant, tu vois, ça c'est un génie. Bon, je veux bien croire, mais je ne connaissais pas grand-chose. Mais... je comprends mieux pourquoi vous avez donc choisi Ray Charles. Oui, parce que c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? La voix, avant toute chose? Ouais, la voix, le rythme, quelque chose de... Enfin, j'ai du mal à me souvenir, mais je crois qu'il y avait quelque chose de très fun, très... c'est des mots, c'est surtout des mots anglais qui viennent à l'esprit. Très donc, joyeux. Fun, joyeux, groovy. Et quand votre papa vous disait, écoute mon fils, ça c'est un génie, c'était quoi ses arguments pour... Il ne me disait pas grand-chose, c'était un merveilleux musicien, qu'il avait une voix géniale, voilà quoi. Mais je ne le sentais pas vraiment. Mais j'avais une chanson qui me plaisait beaucoup, un début de chanson avec un train qui démarre. Je crois que c'était mon truc préféré, mais à cause du train. Quoi. Et les paroles, vous les compreniez? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous receviez ça comme un cadeau global, quoi, comme voilà, ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été ça plus tard aussi. Quand j'ai eu 15 ans, 14 ans, je suis tombé amoureux des Stones, des Beatles. C'est l'esprit, c'est la musique et l'esprit, pas les paroles qui m'ont touché. Mais en aucun cas, à ce moment-là, à l'époque de Ray Charles, vous vous prédestiniez
à une carrière de chanteur ou de musicien? Non, il y a toujours ce coup de l'enfant qui a envie de briller devant son père. Il y a toujours un truc comme ça. Déjà, ce truc de Ray Charles, dont mon père était admirateur, ça a peut-être un peu joué plus tard. Parce que et vous auriez pu aussi faire médecin ou avocat. Oui, a priori, c'est à ça que j'étais destiné familialement. C'est ce qu'ils espéraient. J'ai beaucoup déçu. J'ai beaucoup déçu quand je me suis mis à la musique et que j'ai arrêté d'avoir les prix d'excellence, etc. Ils l'ont mal pris. Ouais. Musicien chez les Bertignac, c'était pas bien. Personne n'avait jamais été musicien dans cette famille, à part mon grand-père qui était postier, qui jouait un peu de mandoline, mais c'était pas son job. Et ça vient de votre grand-père alors, peut-être tout ça? On va savoir. Je sais pas. Peut-être. Louis, j'ai pas envie de vous poser la question si dans les années 60, vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stone, puisque dans la liste que vous nous avez fait, vous avez choisi les deux. Oui, mais j'ai toujours aimé les deux et j'ai jamais compris cette... C'était vraiment pas antinomique, c'était vraiment deux super groupes qui aimaient la même musique. Et qui s'aimaient beaucoup en plus. Et qui s'aimaient beaucoup et qui jouaient vraiment tous les deux super bien. Il y en avait un qui était plus spécialisé en chant, l'autre en instrument. Mais bien que les Beatles en instrument, ça allait très bien aussi. Alors, les Stones, vous les avez non seulement écoutés lorsque vous étiez adolescent, puis vous avez joué avec eux. Oui, j'ai eu la chance de les croiser souvent, parce qu'on a travaillé dans le même studio pendant 6 mois presque. Avec Téléphone, on a enregistré notre premier album et eux ont enregistré Some Girls, qui est loin d'être leur premier. Alors, quand on croise Mick Jagger pour la première fois, qu'on est musicien débutant dans ce métier... Et qu'on est en plus un peu timide de nature. Ça se passe comment? C'est délicat. Je disais pas un mot. J'étais en général derrière la porte, je n'osais pas entrer dans le studio, j'avais aucune raison d'y entrer, c'était leur studio. Donc j'essayais d'écouter derrière la porte et un jour Charlie Watts, je ne l'ai pas vu arriver, oh pardon, il me dit mais tu peux entrer si tu veux. Je dis, ah bon? Il dit oui, tu te mets dans un coin tranquille. Donc j'étais presque tous les soirs dans leur studio. Depuis, j'avais trouvé mes 2 sessions de la journée, le jour de midi à minuit avec Téléphone et de minuit à midi avec les Stones. Avec les Stones. Je dormais très très tôt. Alors là, c'est le premier album de Téléphone, on est à la deuxième partie des années 70. Ouais. Avant, il y a eu quand même donc, toute cette adolescence. Donc, à 12-13 ans, la première guitare? Oui, 12 ans, ouais, je crois, guitare classique, et que j'ai mis au placard au bout de 6 mois parce que non. Non, ça me plaisait Le pas. concerto de Aranjuez, non Mais c'était pas ça qu'on m'apprenait. On m'a mis si, mi, si. Mais de quoi vous dégoûtez de l'instrument? C'était pas du tout de la musique. Et donc, vous l'arrangez. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour vous allez la rechercher? Je crois que c'est l'album Let It Bleed des Rolling Stones. C'était trop bien, trop beau. Et je me suis souvenu que je savais un peu de guitare. Alors, j'ai commencé à essayer d'apprendre à l'oreille ce qui se passait, essayer de le reproduire. Et voilà, à partir de ce jour-là, je me mettais des disques sans arrêt, j'essayais de jouer avec. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais pris un cours de guitare? Si, en classique, mais en après classique. non. Non, mais après non. Enfin, le classique, non, ça a duré 2 jours et demi, quoi. Donc tout ça, c'est à l'oreille. Solfège, rien. Non. J'ai eu des vagues souvenirs de l'école. Oui. On apprenait le solfège, mais non. Je m'en suis jamais servi. Vous écoutiez les disques de vos idoles. Et j'apprenais à jouer, j'apprenais à refaire ce qu'ils faisaient. Et puis, après ça, au bout d'1 an ou 2 à apprendre vraiment à copier, j'ai commencé à rencontrer d'autres musiciens. Je cherchais avidement de rencontrer des musiciens. Et puis j'en rencontrais qui sont devenus mes potes, et puis on jouait ensemble. Alors là, c'était moins copié, c'était plus improvisé. C'est à ce moment-là, alors peut-être que vous commencez à vous dire, groupe de rock, pourquoi pas? J'ai commencé par ça, en fait. C'est ça. Dès que j'ai entendu cet album des Stones, je me suis dit... En plus, j'étais dans une classe, j'allais au foot, où je rentrais du foot, et il y avait des grands et des petits, il y avait tous les âges dans le bus. Et les mecs devant moi disent « On répète demain ?» Ça m'a fait quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que vous répétez? Bien, on a un groupe, on a fait un groupe de musique. Et le lendemain, en classe, je dis, bon, je voudrais faire un groupe. Je ferais bien un groupe. Est-ce que quelqu'un veut faire un groupe avec moi? Il y a un mec qui me dit, ouais, j'ai joué du piano. Bien, super. Et moi, je joue un peu de batterie, mais je n'ai pas de batterie. C'est pas grave, on en trouvera une. Et voilà, le lendemain, j'avais mon groupe. On répétait dans la chambre de ma grand-mère, ouais. Et voilà, quoi, du coup,
j'adorais ça. J'adorais le fait d'avoir un groupe, j'adorais le fait d'avoir mon truc, que personne d'autre n'avait. Vous étiez plutôt scientifique. Ouais, c'est vrai. Et la guitare le reste du temps, quoi, en fait. Ouais. Et puis doucement, voilà, la guitare est passée là. C'est que j'ai raté mon bac la première fois. Ça a dû faire plaisir à vos parents. Ah, beaucoup. Et donc, c'est à ce moment-là que vous faites le grand saut et que vous partez. Voilà, il faut faire, c'est un saut qui est important, il faut le faire. Si on veut vraiment faire ça, il faut le faire. J'étais toujours entre les études, depuis la 4e, j'étais entre les études et la musique. Et j'ai même été en fac, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, de toute façon, je crois que si tu as ce parachute des études, tu ne pourras jamais te donner à fond. Donc j'ai fait ce saut. Vous avez coupé le parachute voilà. et vous êtes lancé sur les pas de vos icônes. Voilà, exactement. Et c'est là que je remercie ce jeune Louis, ce jeune Louis de 17 ans qui a osé faire ça. On est là maintenant à la fin des années 60, 69. Ouais. Et là, vous découvrez un groupe, Led Zeppelin. Ouais. C'est les débuts du hard rock. Oui, c'est un peu ça. C'était un nouveau style, un petit peu, avec une voix qui est hallucinante. C'était assez difficile les premiers temps, peut-être la première semaine. Je crois qu'on m'avait offert le Led Zepp 2. Et c'était assez difficile à entendre. C'était moins mélodieux, moins facile que les Beatles ou les Stones pour moi. Alors, la première fois que vous entendez Jimmy Page, à l'entendre comme ça, bah, c'était un bon guitariste. C'était un peu comme ce que je connaissais, hein, les Beatles, les Stones, tout ça. Il fait partie de vos guitares héros, il fait partie Oui, de votre, de votre panthéon. oui, bien sûr. Il y en a 5-6 de guitares héros, au moins. Au moins quand même. Et qui sont les autres? Il y a Mick Taylor, Keith Richards, Page donc, et Clapton. évidemment Harrison, Clapton, Hendrix. Voilà. Et celui qui reste, c'est Clapton aujourd'hui. Celui qui reste magique à mes oreilles, c'est lui. Et quand aujourd'hui des éminents journalistes musicaux vous comparent à ces gens-là et vous classent dans la même catégorie de ces gens-là, qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, il l'aurait fait à l'époque quand je commençais, ça m'aurait vraiment empli. J'aurais eu une tête qui passait plus par les portes. Mais là, je ne suis pas plus nul qu'un autre, donc c'est normal. J'ai 60 ans, ça veut dire 40 ans de guitare derrière moi. Alors si je ne savais pas jouer comme ces mecs jouaient à 25 ans, ce serait quand même grave. Non mais même lorsque vous commencez avec Igyaphone, le premier album de Téléphone, on parle bien sûr d'un ton nouveau, on parle bien sûr, c'est même pas du renouveau du rock français, vous avez un petit peu inventé le rock français. Puis on parle très très vite, je dis pas ça pour vous cirer l'épaule. Ouais, mais on parle vite de votre technique guitaristique, on parle quand même très 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 vite de ça. Oui, mais alors je sais pas si c'est parce que je suis dedans, mais vraiment, j'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé que j'étais au niveau de Richards ou Page ou tous ces gens-là. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, à la rigueur, mais à l'époque, jamais. Pour moi, j'ai toujours été très loin. Et je pense que c'est la vérité. Vous avez eu des icônes. Quand on devient l'icône de toute une génération dans les années 80, ça se vit comment dans la tête, ça? Je l'ai vécu assez simplement, en fait. C'est que, oui, je me suis... Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer les Stones, par exemple. Ça m'a aidé plus tard à relativiser, à savoir gérer, ouais. C'est que, j'ai vu c'était des gens tout à fait normaux, malgré le fait que c'était des icônes pour beaucoup de monde. Donc je me suis dit, si un jour j'ai la chance d'arriver à ce stade, la moindre des choses, ce sera de rester à peu près normal. Alors, quand on parle de guitare, on parle forcément de riffs. Vous avez fait l'album Grizzly, qui était un album de riffs, principalement. Ouais. Quand on parle des riffs qui ont fait le tour du monde et que tout le monde connaît, même quelqu'un qui n'a jamais écouté de guitare électrique connaît, on ne peut pas faire l'économie de Deep Purple, Smoke on the Water. Par exemple, ouais. C'est quand même un des riffs les plus populaires. Ça vous fait rêver, un riff comme ça, vous auriez aimé trouver un truc comme ça qui fait... Enfin, vous en avez trouvé d'autres. Oui, et j'en ai connu des mieux. Moi, les riffs de Keith Richards me rendent fou. Mais Deep Purple, ouais. Celui-là, moins parce que j'étais déjà guitariste depuis longtemps, quand il est arrivé. Et je voyais tous les gosses reprendre ce truc. Je dis, ouais, mais c'est facile, ça. Et j'étais déjà plus technique à ce moment-là. Mais par contre, évidemment, quand j'ai
quand j'ai découvert tout ça, le riff de Black Knight, par exemple, c'était beaucoup plus technique, c'était beaucoup plus difficile à jouer, donc j'étais encore plus impressionné. Et dans Téléphone, vous en avez quand même pondu Il y a eu des riffs. quelques-uns quand même. Oui, ça c'est vraiment toi, Flipper, des trucs comme ça. Cendrillon aussi. Il n'y a pas vraiment de riff. Il y a- Ouais, ta-da-da, ce truc-là. il y a- Mais ce truc, elle part, ta-da-da. Ce truc-là, j'ai trouvé pour cacher la batterie. Ah, parce que pourquoi et vous en vouliez à Richard? Oui, j'en voulais à Richard. Quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'écoute le truc et j'entendais elle part, toum-ta, toum-toum-ta, toum-ta. Je trouvais ça pas très joli. Donc j'ai couvert le toum-toum-ta par ta-da-da. Comment entendez-moi? Richard, s'il nous regarde, Oui, il le sait, ça ou pas? Non, je crois pas. Désolé, Richard. Alors, la définition d'un bon riff pour vous, c'est quoi? Oh, c'est un bon riff, c'est un riff qu'on peut répéter pendant 3 heures sans en avoir marre. Parce qu'il existe ce genre de riff, des trucs qu'on peut répéter aussi longtemps qu'on veut. C'est-à-dire c'est un riff qu'on peut légèrement moduler, qu'on peut changer un tout petit peu et qui garde sa saveur. Louis, quand des journalistes en manque d'imagination ou en boucle vous redemandent pour la 100e fois, est-ce que vous pensez un jour remonter des fois, est-ce que maintenant ça vous gonfle, vous en avez pris votre parti et vous Non, répondez mais je trouve par ça une boutade? plutôt bien, je trouve ça plutôt normal et très bien. Bah, c'est glorieux. On me demande ça, quand on me demande de refaire un truc que j'ai fait à 20 ans ou 25 ans, ça prouve que j'ai pas fait que de la merde pendant ma vie. Et donc ça a un côté bien. Maintenant, bon, je sais pas quoi répondre, j'en sais rien. Vous en parlez avec Jean-Louis Aubert? Non. On l'a beaucoup vu venir témoigner très agréablement d'ailleurs sur des plateaux de télévision par image interposée pour la promo de votre dernier album. Ouais, mais c'est nouveau ça. On sait qu'on s'aime, on a toujours su, on sait qu'il y a quelque chose de fort. Oui, mais là, il le dit, quoi. Enfin, il vient, il témoigne physiquement. Alors, logiquement, il devrait m'appeler d'ici 6 mois pour me proposer de refaire Téléphone. J'en sais rien. Là, je pense que si vous faites ça, vous allez faire... Bah oui, non, mais c'est le meilleur côté des choses. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Bonne chance. Merci. Et à bientôt pour une autre conversation. Avec plaisir. Au revoir, Louis. Salut.